écrits influent, vu que les seuls témoignages sont ces feuilles couleur écrue. Il y a des pages et des pages qui se bousculent, un vrai potage. Il y a du vrai, il y a du faux et tout un tas de calculs. Tout ce qu'on sait est peut-être fictif, vu qu'on tend à nous laisser dans l'approximatif. Un trou dans mon histoire, un flou dans ma mémoire. Et dans les bouquins, toujours les mêmes couverts de gloire. Alors, sur quoi on se fonde? Sur des trésors, sur des tombes pillées. Dire que chaque seconde passe et nous endort. Comment savoir qui a tort, qui a raison, vu que les discours changent comme les saisons. Nous allons donc consacrer la séance d'aujourd'hui à un leader des indépendances trop peu connu, qui a donné sa vie au combat pour l'indépendance nationale, puisqu'il a été assassiné par l'armée française, Rouben Oumniobé, un des combattants, le leader de la lutte d'indépendance nationale au Cameroun, un des penseurs des indépendances. Il était surnommé par son peuple le Podol, ce qui veut dire le porte-parole. Parce que les paysans, les ouvriers du Cameroun se sentaient complètement représentés par ce leader. C'est très rare quand spontanément un peuple donne un surnom comme cela à un leader et un tel pseudo comme le porte-parole. Nous avons vu la dernière fois avec Aimé Césaire que justement les travaux d'un Césaire symbolisaient, incarnaient le passage entre deux moments de l'émancipation. Le moment de l'émancipation en termes d'affirmation identitaire face à l'oppression esclavagiste et coloniale. Un des premiers réflexes, une des premières formes de résistance, c'est de s'affirmer de manière identitaire, ce que Césaire résumait dans le nègre t'emmerde face à la dévalorisation du nègre par l'esclavagisme et par le colonialisme. Rouben Oumniobé, lui, va symboliser donc le passage de ça, de l'affirmation identitaire, à la conscience nationale et à la lutte anticoloniale. Avec Rouben Oumniobé, nous allons voir comment l'histoire s'accélère. Comment, en Afrique, au travers des événements qui ont secoué le monde avec la Seconde Guerre mondiale, comment l'histoire va s'accélérer, comment des prises de conscience vont apparaître de manière très forte, et comment vont apparaître donc les premiers combats pour l'émancipation nationale. Rouben Oumniobé est comme Aimé Césaire, né au début du XXe siècle, comme Aimé Césaire en 1913, et il est né dans un Cameroun qui était sous protectorat allemand. Qu'est-ce que c'est que ce protectorat? C'est tout simplement le fait que quelques entreprises allemandes, on connaît les firmes Forstmann, Janssen, Tormalen, on les connaît, on peut situer les responsables, ont passé un accord avec quelques rois douala, et ces rois, en échange d'argent, ont considéré qu'ils pouvaient offrir à ces firmes la gestion de tout le territoire camerounais. C'était en 1884, et ces firmes s'étaient engagées simplement à exploiter le territoire. Et dès le lendemain de l'accord, ils cèdent leurs droits à l'État allemand. L'Allemagne va ensuite, par l'intermédiaire de son armée, étendre son territoire. Et il faudra attendre la conférence de Berlin, vous vous en souvenez, on en a parlé lors du dernier cours, pour que le Cameroun soit définitivement dans ses frontières actuelles, après un marchandage avec l'Angleterre et la France. On se retrouve donc avec un territoire qui est officiellement sous protectorat, mais qui en fait est une colonie. Après la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne, eh bien on va se retrouver dans une situation inédite, puisqu'on voit là une colonie dans laquelle le colonisateur est battu. Dans laquelle le colonisateur n'a plus de quoi maintenir son pouvoir sur la colonie. Qu'à cela ne tienne, que vont faire les armées françaises et anglaises? Tout simplement s'accaparer le territoire de l'ancien colonisateur allemand et se le partager. Et on va donc se retrouver avec un Cameroun qui se retrouve partagé entre l'Angleterre et la France. Autant la conférence de Berlin, on se découpait l'Afrique, je te donne ceci, tu prends cela. Ici, on a en plus, on coupe un pays en deux, tout simplement pour que chacun puisse avoir le droit, chacun des victorieux de la Première Guerre mondiale puisse prendre un morceau. Je le souligne, c'est pas pour rentrer dans les détails, c'est que ça explique, parce que certains peuvent ne pas saisir, pourquoi les militants nationalistes vont écrire le terme Cameroun avec un K. Ils écriront Cameroun à la demande.
pas par amour de l'Allemagne. C'est tout simplement l'écriture Cameroun à la française, c'était accepter que le Cameroun était divisé en deux. Et l'écriture Cameroons à l'anglaise, c'était accepter que le Cameroun était divisé en deux. En continuant à utiliser le terme Cameroun avec un K, c'était le Cameroun non divisé en deux qui était revendiqué. Et jusqu'au bout, le mouvement national va revendiquer de retrouver le Cameroun tel qu'il était avant le découpage, avant le dépeçage par ces deux vautours qui étaient l'armée anglaise et l'armée française. Les choses vont progresser à partir de la Seconde Guerre mondiale, et on ne soulignera jamais assez, le retour des combattants, le retour des anciens combattants qui étaient partis combattre les nazis, lorsqu'ils reviennent, ils ne peuvent bien entendu pas reprendre la même place qu'ils avaient auparavant. Leur conscience a évolué, les choses ont bougé. Mais même le colonisateur est contraint de faire extrêmement attention et de donner des concessions face aux prises de conscience qui avaient eu lieu au cours de cette Seconde Guerre mondiale. On va donc avoir un allègement du système colonial. Le système colonial reste fondamentalement le même, mais on va l'alléger. On va l'alléger comment? On va supprimer le travail forcé, par exemple. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que disparaisse le travail forcé. C'est-à-dire qu'on pouvait faire travailler un indigène sans le payer. Et c'était légal. On va supprimer le régime de l'indigénat. C'est-à-dire le régime qui considérait qu'il y avait un droit particulier pour les indigènes et un autre droit pour les colonisateurs. Le droit de se syndiquer va être obtenu. Tout ça, ça n'a pas été des cadeaux. Ça a été le fait que si on ne cédait pas sur ces droits-là, la révolte était telle en 1945, après s'être battu contre les nazis, qu'il fallait céder pour pouvoir continuer à dominer. C'est dans cette période-là qu'un parti français, c'est toujours le même, parce que c'est celui qui a été le plus loin, mais qui est avec toutes ses contradictions, un parti français va prendre une décision, c'est le Parti communiste français, en septembre 1945, dans les pays d'Afrique subsaharienne, de constituer des groupes d'études, ce qu'il appelle des groupes d'études. Et ces groupes d'études vont prendre plusieurs noms. Certains vont s'appeler groupes d'études communistes, d'autres vont s'appeler groupes d'études sociales, d'autres vont s'appeler... Donc ça va être très différent d'un endroit à l'autre. Et ces groupes d'études ont pour fonction de former des militants. Donc il y a une dimension de formation extrêmement importante. Un grand monsieur, comme on aimerait en connaître beaucoup aujourd'hui, malheureusement ce type de personnage, il y en a moins aujourd'hui qu'à cette époque-là, un vrai internationaliste, Gaston Donat, donc qui était un des militants communistes français en Afrique qui a contribué à la prise de conscience nationale, crée à Yaoundé un cercle qui s'appelle d'abord Cercle d'études marxistes et ensuite Cercle d'études sociales. C'est dans ce cercle que Rouben Oumniobé fait ses premières armes. C'est là qu'il apprend un certain nombre de concepts politiques, un certain nombre de techniques de militantisme, etc. Très tôt, dans ce cercle, est posée la question du syndicalisme. Alors, je fais toute cette histoire tout simplement parce que la spécificité d'Oumniobé, c'était l'articulation entre le combat syndical et le combat politique. La question du syndicalisme est posée. Et le 28 juillet 1944, dans ce cercle, l'idée de créer un syndicat camerounais est mise en avant. Ça sera chose faite très rapidement. En décembre 1944 est fondée l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Donc, comme dans d'autres pays africains, c'est d'abord en défendant leurs droits au salaire, leurs droits aux revenus, leurs droits au travail, etc., que la prise de conscience nationale va apparaître. Parce qu'en situation coloniale, il n'est pas possible d'aborder la question des droits des travailleurs sans aborder la question coloniale. Dès que vous commencez à parler salaire, SMIC, droit de grève, etc., vous vous confrontez tout de suite au système colonial. Et donc, en mobilisant sur la question syndicale, très vite la question de l'indépendance va apparaître. J'en veux pour preuve deux manifestations qui vont se dérouler à quelques mois d'intervalle au Cameroun, à Yaoundé, et qui va montrer comment les choses évoluent vite. La première, et les réactions du système colonial, en quoi ça peut
dès qu'on aborde la question coloniale, en quoi la violence apparaît immédiatement. La première a lieu le 8 mai 1945, pour fêter la défaite du nazisme. Non, excusez-moi, la première a lieu le 1er novembre 1944, justement, c'est pas pour fêter la défaite du nazisme. Le 1er novembre 1944, et elle vise à commémorer les morts au champ d'honneur. Là, tous les colons applaudissent cette manifestation, y participent, c'est la grande joie, la grande fraternité, bisounours. La seconde, moins de 6 mois après, en mai 1945, à l'appel du nouveau syndicat, on appelle à enterrer symboliquement le nazisme, c'est le 8 mai 1945, mais également le racisme et le colonialisme. On défile avec des cercueils. Le cercueil du nazisme, avec le cercueil du racisme et le cercueil du colonialisme. Les Européens n'ont plus la larme à l'œil comme en novembre. Ils sont choqués, ils sont scandalisés, ils appellent à la répression. Autrement dit, en se mobilisant simplement sur leurs droits en tant que syndiqués, en tant que travailleurs, ils en arrivent à se confronter au système colonial. Et cela va s'accélérer à partir de 2 facteurs. Le premier, c'est la répression. Comme dans toute l'Afrique, la répression, au lieu d'assommer les militants, n'a comme seule conséquence que de les radicaliser et que d'en produire encore plus. À chaque fois qu'il y a eu une grande répression, quelques années plus tard, il y avait encore plus de militants. En septembre 1945, une grève des cheminots pour des salaires va s'étendre rapidement à tous les secteurs. Donc on n'est pas encore dans un combat pour l'indépendance. Ce n'est qu'un combat pour les salaires. Les colons tirent sur les manifestants. Cela va provoquer des émeutes. Et on compte des dizaines de morts de ces manifestants. Le second facteur, c'est qu'on va expulser vers la métropole les militants français, en particulier Gaston Donat, se disant, en fait, ces petits noirs ne sont pas capables de réfléchir, on va leur enlever le petit blanc Gaston Donat qui est leur chef, et ils vont se calmer et ils vont être perdus. Eh bien, Gaston Donat s'en va, qui devient secrétaire général du syndicat, Rouben Oumniobé. En fait, ça a accéléré le passage du relais aux militants du pays. L'expérience syndicale a préparé ces jeunes militants au combat pour l'indépendance, dont la première traduction va être la création le 10 avril 1948 de l'Union des populations du Cameroun. C'est un parti politique revendiquant l'indépendance. En fait, l'histoire de la prise de conscience d'Oumniobé, c'est l'histoire du passage du syndical au national. De la lutte pour les droits quotidiens, pour les intérêts matériels, à la lutte pour l'indépendance politique. Ça a été ça le chemin qui a été mené. Et c'est important parce que Rouben Oumniobé, contrairement à d'autres en Afrique, va toujours être vigilant à la question des conditions de vie des paysans, la question des paysans de vie des chômeurs, à la question des paysans de vie les plus pauvres. Sa culture syndicale va l'empêcher de se couper des masses, justement. Ça, c'est l'histoire de Rouben Oumniobé. Son apport, maintenant. Si on veut voir en quoi il a un apport spécifique. D'abord, Rouben Oumniobé va avoir comme qualité première d'être un organisateur et un éducateur des masses. C'est pour ça qu'on l'a appelé Mpodol, le porte-parole. Il hérite de sa culture syndicale cette attention particulière aux conditions matérielles de vie des masses. Et jamais il ne sépare ses revendications immédiates, ses intérêts matériels, avec la question de l'indépendance. Alors je le dis parce que, encore aujourd'hui, c'est d'une grande actualité. Combien de militants rencontrons-nous ici, qui vont faire des grands discours sur la Révolution, mais jamais parler, ou considérer que c'est une petite lutte que de parler du combat pour une crèche. Sauf que les gens, ils commencent leur conscience politique à partir des problèmes qu'ils vivent. Rouben Oumniobé partait des problèmes des gens. Et si les gens ne parlaient pas d'indépendance, eh bien c'est pas grave. On allait se battre sur leurs propres revendications. Leurs propres revendications, c'était le droit d'avoir un logement. Battons-nous pour un logement. Et ils se disaient qu'en se battant pour un logement, ils allaient être confrontés aux limites du système colonial et être obligés d'aller plus loin. C'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. On peut attendre que les gens nous parlent de révolution, nous parlent de transformation, etc.
Les gens, ils se battent pour leur beefsteak. Ils se battent pour des conditions très concrètes. Et on ne peut pas le mépriser. Et la force de Rouben Oumniobé, c'est de ne jamais avoir tenu de grands discours théoriques abstraits, mais de toujours partir de la réalité des premiers concernés, de la réalité du peuple camerounais. L'article 1er des statuts de l'UPC, donc de l'Union des populations du Cameroun, dit « Grouper et unir les Camerounais en vue de leur évolution plus rapide et de l'élévation de leur standard de vie. » Voilà, un parti politique qui se bat pour l'indépendance et qui dit « Un de nos objectifs principaux, c'est l'augmentation du niveau de vie. » On n'est pas dans une coupure entre la revendication politique et la revendication économique. Un syndicaliste camerounais résume l'apport de Oumniobé de la manière suivante. Il nous dit « L'expérience syndicale de Rouben Oumniobé lui donne un avantage indéniable sur d'autres leaders politiques. Au lieu de s'envoler dans des théories fumeuses de liberté et d'indépendance, le secrétaire général de l'UPC fait passer ses idées en assumant les préoccupations des manœuvres des villes et des paysans des brousses. Le prix du cacao, le prix du sel, le prix des articles importés d'Europe, l'accroissement du chômage, l'insuffisance des hôpitaux et des écoles, le mépris des chefs coloniaux, ce sont des choses qu'il utilise dans ses argumentaires pour mobiliser. En se disant, quand les gens entrent en mouvement, c'est là que la prise de conscience apparaît. Pour mener à bien ces luttes, ce sera le second apport d'Oumniobé, sans doute c'est un des leaders d'Afrique qui a le plus été conscient de cela. Il insiste sur la nécessité de s'organiser, s'organiser, s'organiser. C'est dans l'organisation, en ayant l'habitude, en venant régulièrement à des réunions, en faisant régulièrement avec d'autres des choses, que les consciences politiques évoluent. Et donc, il va être un organisateur inlassable. Pour l'UPC, pour le syndicat, pour des écoles de formation, Rouben Oumniobé ne cesse de parcourir tout le pays pour organiser, pour appeler à l'organisation. Et cela va amener le syndicat à se préoccuper de choses de plus en plus larges. D'abord, c'est des revendications économiques, puis après, ça va être les limites du système colonial. Pour prendre un exemple, Rouben Oumniobé appelle à une campagne, ça pourrait nous dire, non, on pourrait se dire, mais c'est loin de l'indépendance, mais non, c'est très proche de l'indépendance, à une campagne contre le tutoiement insultant des fonctionnaires coloniaux par les Blancs. Et il dit, nous ne pouvons pas nous laisser faire. C'est loin, hein, par rapport à d'autres qui viendraient parler de révolution, etc. Lui, il parle, non, ne nous laissons pas tutoyer de manière méprisante par les fonctionnaires coloniaux. En se disant, lorsque le premier pas a été franchi sur « je refuse le tutoiement », dans la mobilisation, je pourrais comprendre en quoi ce tutoiement vient du système colonial et j'aurais fait avancer les consciences. On a beaucoup à apprendre encore nous ici de ça. Hein. Trop souvent, les militants ont des discours abstraits, des discours théoriques, des discours généraux et en ne partant pas des préoccupations des premiers concernés. C'est ce qui va amener en quelques années Rouben Oumniobé et ses camarades à pouvoir construire un tissu d'organisation. Une organisation de femmes est créée, une organisation de jeunes est créée, un syndicat s'implante dans tous les secteurs et très vite, eh bien, les indépendantistes deviennent incontournables et implantés dans tous les secteurs de la société. Mais organiser n'est pas suffisant. Et le second grand apport de Rouben Oumniobé, c'est d'insister sur l'éducation et la formation politique. Parce que, nous dit-il, s'il n'y a pas éducation et formation politique, eh bien, tout mouvement peut être détourné de ses objectifs. La seule garantie qu'un mouvement n'est pas détourné de ses objectifs, c'est que le moindre de ses membres puisse participer à l'élaboration de la ligne politique, puisse comprendre ce que disent les leaders, ne soit pas dans l'obéissance, mais dans la production avec les autres de l'analyse. Surtout en Afrique, nous dit-il. Parce qu'à l'époque coloniale, vous imaginez que pour que le colonialisme puisse subsister, il fallait une désinformation massive. Il a fallu, hein, on l'a vu dans les deux cours précédents, il a fallu mettre dans la tête des populations africaines un sentiment d'infériorité, donc désinformer de manière massive. Eh bien, Rouben Oumniobé dit, pour pouvoir informer massivement, il faut être soi-même formé, donc une importance sur la dimension d'information. Mais surtout, nous dit-il, il faut réussir
à former pour pouvoir intervenir dans les masses populaires. Et il faut réussir, les militants doivent savoir simplifier sans galvauder, trouver des exemples accessibles aux plus modestes, tout en les reliant aux enjeux de la période. C'est ça, l'analyse politique que propose Ruben Umniobé, c'est d'être à la fois dans l'explication qui part des préoccupations des gens, mais pour les amener à pouvoir comprendre des choses plus générales. Là aussi, encore aujourd'hui, nous avons besoin de ce type de raisonnement. Voilà ce qu'il nous dit sur ce qu'est un militant, ce que devrait être un militant. Notre mouvement, alors vous aurez compris qu'on espère au Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, on espère former ce type de militants, on verra si on réussit, on tirera le bilan, on espère former ce type de militants. Notre mouvement, étant le mouvement du peuple, rien de valable et de constructif ne peut être réalisé si nous agissons par le sommet comme les colonialistes. Le rôle des comités de base, c'est de construire par en bas. Il ne consiste pas seulement à réunir les camarades. Les dirigeants du comité de base devraient se considérer comme des catéchistes du village, j'expliquerai après, ou de quartier, dans lequel ils assument des responsabilités politiques, et de ce fait, rendre régulièrement visite aux membres et sympathisants de leur comité. Alors, le mot catéchiste ici en Europe va faire fuir en disant c'est religieux, etc. Ce que veut mettre en Igdos Umniobé, c'est que dans les curés, les religieux en Afrique, pour maintenir leur domination, rendaient visite, avaient été inscrits dans les villages, etc. Et il appelait les militants à ne pas se considérer comme extérieurs à cela, mais comme devant être eux aussi dans les villages, dans les rues, à proximité du peuple, etc. Troisième apport de Ruben Umniobé, la question du lien entre indépendance nationale et émancipation sociale. Pour Ruben Umniobé, l'indépendance nationale s'inscrit dans un triptyque. Indépendance, réunification du pays, puisqu'elle est divisée entre l'Angleterre et la France, et émancipation sociale. On l'aura compris, son insistance sur l'émancipation sociale vient de son expérience syndicale. Et il nous dit que capitalisme et colonialisme sont deux aspects du même système. Voilà comment il décrit les liens dans son langage simplifiant, de simplification, mais simplification sans galvauder, pour montrer le lien entre la lutte des classes et la lutte de libération nationale à son époque. Il nous dit le patronat est soutenu par l'administration coloniale. Et cette administration ne peut mener une politique d'oppression nationale dans nos pays qu'en se servant des armes économiques et des moyens matériels détenus en grande partie par les entreprises privées. L'UPC considère, et les militants syndicaux sont de cet avis, que l'émancipation économique de nos populations est impossible sans les conquêtes politiques nécessaires au progrès économique, social et culturel des habitants. Autrement dit, ceux qui profitent de la colonisation, ce sont les capitalistes, mais il n'y aura pas de fin de l'oppression économique sans mettre à bas le colonialisme lui-même. Et c'est cette prise de conscience d'une dialectique entre capitalisme et colonialisme qui a permis à Ruben Umniobé de mobiliser les travailleurs. C'est la même logique qui va l'amener à dénoncer les indépendances des années 60, comme de fausses indépendances. Puisque pour lui, une indépendance, ça veut dire une émancipation économique et sociale. Quand l'indépendance n'apporte pas cela, c'est une fausse indépendance. Et il nous dit la chose suivante en 1950. Donc, on est en 50. C'est un des premiers à dénoncer les fausses indépendances qui s'annoncent. Il nous dit, là où la pseudo-indépendance a été accordée, donc il parle de l'asile, surtout par l'impérialisme anglais ou hollandais, les peuples des pays intéressés n'ont pas tardé d'entreprendre une lutte active pour arriver à la véritable indépendance nationale et marcher dans la voie de la démocratie. Autrement dit, si l'indépendance n'inclut pas la dimension économique, ça n'est pas une indépendance. C'est tout l'enjeu, encore aujourd'hui en Afrique, de pays officiellement indépendants, réellement dépendants au niveau économique. Et la question de la réunification maintenant.
Pourquoi insiste-t-il tant sur la réunification? D'abord, il faut se resituer dans le contexte de l'époque pour comprendre l'insistance de Rouben Oumniobé sur la réunification. Je dis ça parce que certains pourraient se dire, mais après tout, pourquoi a-t-il pas pris l'indépendance sur un morceau et se battre après sur la suite, hein? Ça devrait vous rappeler la question palestinienne. Certains disent, voilà. Pourquoi insiste-t-il tant là-dessus? Nous sommes dans la période de l'époque, à l'époque, nous sommes dans l'après-seconde guerre mondiale, et la France, qui occupe une partie du Cameroun, la France énonce dans son préambule la chose suivante. La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs sans distinction de race et de religion. C'est beau, hein? Et elle continue, elle rajoute, la France élimine, ça c'est les résultats de la Seconde Guerre mondiale, hein, tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire. On demande où ils vont trouver un système de colonisation qui ne serait pas fondé sur l'arbitraire. Malgré ça, malgré ces beaux discours, dans les faits, les différentes colonies, on vont pas aller vers l'indépendance, les différentes colonies sont transformées en collectivités territoriales. Voilà, ça devient des régions. Et on va instaurer le double collège. Le double collège, c'est-à-dire les indigènes ont accès au droit de vote, enfin, mais pas dans la même proportion. Par exemple, au Cameroun, on avait un conseiller élu, donc un élu pour 250 Européens, et on avait un conseiller élu pour 166 000 Camerounais. Faites le calcul. 250 Européens d'un côté, 166 000 Camerounais. Les Blancs coûtent vraiment plus cher que les autres. Dans un pays comme le Cameroun, qui officiellement n'est pas une colonie mais une tutelle, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit un peu plus que les Camerounais aient plus de droits. Ben pas du tout. Le gouvernement français va décider que les indigènes du Cameroun ont montré leur fidélité à la France et demandent à être gérés comme une colonie. Pour cela, que va-t-on faire? On va trouver des indigènes qui demandent à ce que la France gère le Cameroun comme des colonies. On va en trouver un en particulier, Mangabel, qui est un chef Douala, qu'on va mettre en avant, qu'on va traîner à l'ONU, pour lui demander de dire devant l'Assemblée générale des Nations Unies que les Camerounais aiment la France et demandent à être gérés comme une colonie. Et donc on va avoir une inclusion pure et simple du Cameroun dans les colonies françaises. Alors c'est normalement un territoire sous mandat. C'est pour éviter ce piège d'une division du pays et d'une fausse indépendance que Rouben Oumniobé, dès le début, puisque quand on transforme en colonie, eh ben, du coup il n'y a plus de réunification, puisqu'il y a les Anglais et les Français qui chacun transforment en colonie les deux morceaux du Cameroun. C'est pour éviter ce piège que Rouben Oumniobé va accorder autant d'importance à la réunification. On l'a connu dans d'autres pays. Hein. En Algérie, l'État colonial a essayé une indépendance sans le Sahara. Il a proposé une indépendance sans le Sahara. Et c'est de nouveau parce que les colonisés ne voulaient pas de cette indépendance sans le Sahara, donc refusaient la division du pays, que la guerre a duré 2 ans de plus. Au Cameroun, sans doute que si Rouben Oumniobé avait accepté l'indépendance du Cameroun français uniquement et du Cameroun anglais d'un autre côté, sans doute qu'il ne serait pas mort. C'est son exigence de réunification qui venait casser les pièges du système colonial. Pour Rouben Oumniobé, une indépendance sans réunification est une indépendance artificielle. Parce que les États coloniaux et aujourd'hui les États impérialistes ont besoin de nations petites, écartelées, divisées en 1000 morceaux, incapables de subvenir économiquement à leurs besoins, contraintes d'être dépendantes des grandes puissances. Et l'acceptation d'une indépendance du Cameroun qui serait divisée en morceaux, c'était accepter la dépendance économique. Comme aujourd'hui, on nous coupe le Soudan en 2, on a coupé l'Irak en 3, en Syrie, je ne sais pas en combien de morceaux ils vont nous le couper. En tout cas, on voit bien que c'est la même logique qu'à l'époque. Découper la viabilité, les États-nations qui peuvent être viables en plusieurs morceaux, de telle sorte à les rendre inévitablement dépendants.
Et c'est cela que Rouben Oumniobé refusait. Et on a une de ses grandes qualités, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire passer au peuple camerounais qui voulait l'indépendance immédiate qu'une indépendance sans réunification était une indépendance qui était en réalité un piège. D'où le combat simultané pour la réunification du Cameroun et pour l'indépendance du pays. Autre rapport de Rouben Oumniobé, la question de la nation. Quel type de nation construire? Qu'est-ce que c'est qu'une nation au sortir de la nuit esclavagiste et du drame colonial? Pour Rouben Oumniobé, il ne suffit pas de réunir les deux territoires divisés par le colonisateur pour qu'il y ait une nation. Comme de nombreux autres pays, avant la colonisation, les entités humaines qui formaient l'Afrique pouvaient être des royaumes, mais dans d'autres endroits c'était des tribus. Bref, le Cameroun était marqué par la diversité ethnique, culturelle, religieuse. Le colonisateur en a d'ailleurs fait un instrument de division permanent, en utilisant telle ethnie contre telle ethnie, tel groupe religieux contre tel groupe religieux, en divisant pour régner. Ça a toujours été une des tactiques du colonisateur. Rouben Oumniobé va être une des personnes qui va penser la construction nationale. Et je pense qu'il est encore d'une grande actualité quand on voit comment aujourd'hui on instrumentalise encore telle tribu contre telle autre tribu, tel groupe ethnique contre tel autre groupe ethnique, et l'impérialisme est devenu de plus en plus fort là-dessus. Le premier constat de l'analyse d'Oumniobé sur la nation, c'est de nous dire, n'oublions pas qu'il y a eu un viol colonial, qu'il y a eu une violence coloniale, et que dans ce cas-là, dans ces situations-là, les colonisés, on l'a vu avec Aimé Césaire, valorisent toute leur culture. Donc pour se réaffirmer, vont remettre en avant tout leur enracinement culturel. Mais dans le même temps, nous dit-il, dans la résistance aux colonisateurs, des gens qui étaient dans des tribus différentes sont dans le même combat. Des gens qui étaient de religions différentes se retrouvent devant le même danger de mort. Des gens qui étaient dans des tribus qui pouvaient s'affronter historiquement se retrouvent à devoir survivre, à devoir combattre ensemble, etc. Et ça enclenche un processus objectif, matérialiste, de dépassement de la tribu. Non pas d'élimination de la tribu, mais de dépassement de la tribu dans une forme de reconnaissance plus large qui est la nation. Et Rouben Oumniobé nous dit, ça c'est un pas en avant, à condition que cette nation ne soit pas négatrice de cette diversité. Sinon, eh bien, ces diversités vont pouvoir être instrumentalisées, parce que toute oppression entraîne une réaction. Il inscrit donc son analyse de la catégorie tribu dans une perspective historique. La tribu, ce n'est pas quelque chose de sauvage, c'est quelque chose qui a correspondu à un besoin, à un moment de l'histoire de l'Afrique, qui peut être dépassé à un autre moment, par de nouvelles formes, et donc il l'inscrit dans une perspective historique. Ce n'est pas par mépris qu'il appelle à dépasser la forme tribu, c'est en lien avec le contexte historique. Ça a donc été une réalité sociale adaptée à la vie précoloniale, mais qui a besoin d'évoluer aujourd'hui dans l'état du monde et des dépendances de ce monde. Est-ce que ça veut dire qu'il faut nier la forme tribu? Rouben Oumniobé nous dit non. Ça, c'est le colonisateur qui est dans le mépris de la tribu. Il nous dit, attention, la tribu peut être instrumentalisée, mais nous ne sommes pas des détribalisateurs. Il s'agit de construire la nation et non pas de mépriser les tribus. Voilà ce qu'il nous dit, je cite. Le tribalisme est l'un des champs les plus fertiles des oppositions africaines. Donc là, il nous décrit comment les puissances coloniales manipulent, instrumentalisent, excitent telle tribu contre telle tribu pour pouvoir maintenir leur puissance. Et il rajoute, nous ne sommes pas des détribalisateurs, comme d'aucuns le prétendent. Nous reconnaissons la valeur historique des ethnies de notre peuple. C'est la source même d'où jaillira la modernisation de la culture nationale. Autrement dit, la culture nationale camerounaise sera le résultat du fait tribal et de son dépassement. Et il rajoute par contre, mais nous n'avons pas le droit de nous servir de l'existence des ethnies comme moyen de lutte politique ou de conflit de personnes. Ce qu'il souligne là, c'est bien tout l'enjeu encore
présent aujourd'hui tout l'enjeu lorsqu'on nous parle du droit de telle ethnie qui justifie une intervention impérialiste, ou du droit de telle minorité qui serait opprimée avec une intervention. Ce que nous montre Ruben Niobé, c'est que ça a toujours été une arme du colonisateur. L'avenir n'est donc pas dans le tribalisme, mais dans une nation unie qui accepte sa pluralité culturelle. Parce que c'est ce type de nation qui peut créer un rapport de force pour assurer l'indépendance face aux colonisateurs. C'est donc une conception politique de la nation que propose Ruben Niobé, et à aucun moment une conception racialiste. Il n'a pas cessé pendant tous ces textes, tous ces combats, de dénoncer les discriminations subies par les Noirs, mais il le relie sans cesse à la dimension systémique, à la dimension du système colonial, et à aucun moment à la haine contre le peuple du pays colonisateur. La lutte à mener est contre le système colonial et non simplement contre les Blancs. Dans un discours qu'il tient en avril 1955, devant des milliers de personnes, alors que la hiérarchie catholique l'accuse, devinez de quoi? De racisme anti-blanc, déjà à l'époque. Le cardinal l'attaque pour l'accuser de racisme anti-blanc. Voilà ce que dit Ruben Niobé. Ce que nous voulons affirmer une fois de plus, c'est que nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main. Écoutez bien, c'est un des seuls à avoir été aussi clair. Qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes, ces hommes de main. Et nous sommes les alliés de tous les partisans du droit des peuples et nations à disposer d'eux-mêmes, sans considération de couleur. C'est un homme comme celui-là, parce que là il était en plein combat anticolonial, et malgré ça, il tient à préciser chacun des termes. C'est lui qu'on a accusé de racisme anti-blanc. Ça devrait nous amener à vous méfier lorsque vous entendez la critique de racisme anti-blanc en France contre certains. Il faudra regarder de plus près, et en particulier pour moi quand je suis critiqué de racisme anti-blanc. Sans vouloir me comparer au Ruben Niobé qui est pour moi un maître. Mais c'est curieux que cette même expression apparaît à l'époque et aujourd'hui. C'est quand même intéressant de souligner cette dimension-là. Mais il va plus loin. Ce qui peut choquer certains militants ici, et moi je trouve au contraire ça très intelligent. J'aimerais pouvoir le faire, mais je n'ai pas assez de culture pour le faire. Il va plus loin, lui il a été formé dans les églises. Donc il connaît la Bible par cœur. Il connaît la Bible par cœur, et il n'hésite pas à utiliser la Bible contre le colonisateur. Il estime que c'est de son devoir d'utiliser dans ses textes, dans ses arguments, dans ses discours, tel morceau de la Bible contre le colonisateur. Là c'est la Bible, en l'occurrence, mais ça aurait pu être le Coran, ça aurait pu être autre chose. Toutes les armes sont bonnes contre l'oppression, nous dit-il, et donc il va effectivement répondre en utilisant les textes bibliques pour démontrer que le système colonial ne tient pas, qu'il doit être combattu, qu'il doit être détruit, etc. Au-delà de l'aspect polémique, ce que Ruben Niobé dit en faisant cela, lorsqu'il répond, y compris en utilisant des arguments religieux, ce qu'il dit derrière cela, c'est d'abord quelle est la place de la religion dans la nation, quel lien entre nation et religion. Et voilà ce qu'il nous dit sur le Cameroun qui comporte toutes les religions. C'est pas ce qu'il nous dit à nous, ce qu'il disait à son peuple. C'est pourquoi catholiques, protestants, musulmans, fétichistes et non-croyants, nous devons nous unir et agir ensemble pour hâter l'unification et l'indépendance du Cameroun. On est bien sur cette idée que la nation est opprimée parce qu'elle est divisée et que c'est l'unité qui permettra de battre. Et on voit bien qu'il a fait extrêmement attention à oublier personne. Fétichiste, non-croyant, on a bien vu on voit bien qu'il a fait extrêmement attention pour que la nation camerounaise puisse réunir tous ses enfants face au système qui l'opprime, face au système colonial qui l'opprime. Ces propos résonnent d'une très grande modernité pour ceux qui voient les dégâts que le colonisateur et l'impérialisme fait en Afrique en termes de division, et je vais te soutenir telle minorité, et je vais te la pousser contre tel autre, etc. On voit bien qu'il y a cette politique du diviser pour régner est encore d'actualité, et la leçon de Ruben Niobé est encore d'une grande modernité. C'est la même chose sur les accusations qui vont être faites à Ruben Niobé. On va l'accuser, comme en Afrique, tous ceux qui se sont battus contre le système colonial, on va les accuser comme si c'était péjoratif, en soi, de communistes. Comment répond Ruben Niobé?
Il répond tout simplement, pour moi c'est la même réponse que devraient faire plein de militants ici, on juge les gens sur les actes. Voilà ce qu'il nous dit. Les peuples coloniaux ne peuvent faire ni la politique d'un parti, ni celle d'un État, ni à plus forte raison celle d'un homme. Les peuples coloniaux font leur propre politique, qui est la politique de la libération du joug colonial. Et dans leur lutte pour cet objectif, si noble, les peuples coloniaux observent et jugent. On juge les gens sur ce qu'ils font, et non pas sur leur discours. Ils observent les gouvernements, les partis, les personnages, les organes de presse, non sur leur idéologie et leur programme, mais seulement et seulement sur leur attitude à l'égard des revendications des populations de nos pays. Voilà la position de l'Union des populations du Cameroun au service du peuple camerounais. C'est une leçon de matérialisme exemplaire. On devrait l'appliquer partout. Certains vont faire des grands discours antiracistes. Tu fais tous les discours que tu veux, je regarde ce que tu fais face au racisme concret. Certains vont faire des grands discours antisexistes, ils vont être les plus grands partisans de l'égalité homme-femme, regardons ta pratique. Ce que nous dit Rouben Niobé, c'est on ne juge pas sur l'idéologie ou les programmes, mais sur la pratique. Qui soutient la lutte d'indépendance? Qui ne la soutient pas? Et en fonction de qui la soutient, ça devient un allié. S'il ne la soutient pas, il peut dire tous les discours qu'il veut. Il peut donner tous les bonbons qu'il veut, ça ne marche pas. Autre apport de Rouben Niobé, la prise, enfin, c'est pas un apport malheureusement, je dirais une limite. La croyance naïve en la non-violence. Rouben Niobé espère une décolonisation progressive à l'anglaise. Il faudra attendre le constat du refus obstiné du colonialisme français d'envisager la moindre révolution au Cameroun pour que l'UPC se résolve tard à la prise des armes. Le refus qu'il a de la lutte armée n'est pas un refus absolu. Au moment où il prône la non-violence, Rouben Niobé nous souligne que pour lui, ce n'est pas quelque chose qui renvoie à une croyance absolue, c'est simplement son analyse de la situation du monde dans l'après-45. Pour lui, la victoire contre le nazisme et ce qu'ont été les horreurs du nazisme faisait que ce n'était pas possible que les puissances coloniales puissent perdurer comme par le passé. Il considère que les peuples coloniaux ont de nouveaux alliés après la Seconde Guerre mondiale, qu'à l'ONU, illusion sur l'ONU, idéalisation de l'ONU, que l'ONU va quand même pousser les colonialistes à décoloniser. Behind the doors of Conference Room 4, a meeting of the General Assembly is in session. The peoples of the Cameroons, not far in time from the use of drums to communicate with each other, are being heard by the whole world in a single room. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Que les nouveaux États indépendants, et c'est pas ça par contre c'est pas une erreur, il avait raison là-dessus, que les nouveaux États indépendants, les États d'Asie en particulier, à l'ONU allaient se battre pour soutenir les peuples africains et leur indépendance, et ils l'ont fait effectivement. Mais ça n'a bien entendu pas été suffisant pour convaincre les puissances coloniales d'accéder au droit à l'indépendance. Et donc il y avait cette croyance que le rapport de force mondiale allait transformer les choses. D'ailleurs, Rouben Niobé, en même temps qu'il était pour la non-violence, disait « Partout où les peuples ont été obligés de prendre les armes, je les soutiens ». Et donc il a soutenu la lutte du peuple vietnamien, la lutte du peuple algérien. Ce qu'il disait simplement, c'est que le Cameroun va peut-être pouvoir faire l'économie de la lutte armée. C'était sans compter sur le colonialisme français. On est également dans la période où s'installe la guerre froide. Et le colonialisme français va considérer que effectivement, il va pouvoir reprendre complètement sa politique coloniale sans que les États-Unis n'interviennent, puisqu'il y a maintenant le conflit entre l'Est et l'Ouest. Et on va donc avoir
au fur et à mesure que l'UPC grandit, la mise en place d'une politique répressive contre les nationalistes. Harcèlement judiciaire des dirigeants de l'UPC, interruption des meetings et des réunions nationalistes. Oui, quand on parle de meetings et de réunions nationalistes, imaginez, hein, parce que ça, on n'arrive plus à l'imaginer en France, mais il allait dans une région du Cameroun, c'était 50 000 personnes qui venaient écouter Rouben Oumniobé, hein, c'était tout le peuple, les paysans, etc. Et donc ça faisait peur aux colonisateurs. Hein. Donc interruption par la force de ces réunions, perquisition du domicile des militants, des locaux, arrestation de ces militants. Jusqu'au bout, l'UPC va appeler à ne pas répondre aux provocations. En avril 1955, Rouben Oumniobé souligne qu'il espère encore arriver à l'indépendance sans verser une seule goutte de sang. Et il a comme seule réponse encore une intensification de la répression, et en fait on veut décapiter le mouvement nationaliste. Ils sont obligés de fuir dans les maquis, et c'est là qu'ils prennent la décision d'enclencher la lutte armée. Ce n'est qu'après l'interdiction de l'UPC, donc on interdit légalement l'Union des populations de Cameroun, en juillet 1955, on bannit ses dirigeants, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y a décision d'enclencher la lutte armée. Entre-temps, des milliers de Camerounais ont été tués, des centaines de militants ont été tués. 2 ans après le déclenchement de la guerre d'Algérie, on a les mêmes pratiques au Cameroun qu'en Algérie. D'où d'ailleurs le surnom, le Cameroun, c'est l'Algérie subsaharienne, puisque c'était les mêmes pratiques de parachutistes, etc. On a des massacres de masse contre les zones de guérilla. On a des zones de pacification, comme en Algérie, qui sont mis en place. On a les mêmes services d'action psychologique qui sont mis en place. On a les mêmes tortures qui se mettent en place. Au Maquis, le 13 septembre 1958, Rouben Oumniobé est assassiné. Il est encerclé puis tué. Pour mesurer la place qu'a compris ce type de militant, il faut avoir en tête qu'on a caché le lieu de ses obsèques. On le verra avec d'autres. Hein. Le Mumba, on le coupera en morceaux. Et on le dissoudra dans de l'acide. Pourquoi? Pour qu'il ne devienne pas un symbole. Pour que sa tombe ne soit pas un lieu de mobilisation. Et donc on va cacher le lieu d'enterrement de Rouben Oumniobé. À peine 1 an et demi plus tard, même moins d'1 an et demi plus tard, après avoir fait ça, on accorde l'indépendance. Comment expliquer ce paradoxe? Tout simplement parce qu'il fallait tuer Rouben Oumniobé pour accorder l'indépendance. Parce que bien entendu, l'indépendance, on va la donner à un pantin. Tant que l'UPC était existante, tant qu'un leader comme Rouben Oumniobé était là, et en plus il avait annoncé que dans le Cameroun indépendant, ces liens économiques et commerciaux et politiques se feraient sur une base d'égalité et qu'il refuserait le néocolonialisme, il fallait le tuer pour trouver un Ahmadou Ahidjo. La situation intérieure ces dernières années avait été assez troublée au Cameroun. Quelle est-elle actuellement? Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Je dois dire d'ailleurs que notre tâche n'est pas complètement terminée et résolument nous continuerons à tout faire pour que le calme total revienne. Un pantin qu'on va mettre à la tête du Cameroun pour qu'il soit, comme disait Frantz Fanon, le gérant d'affaires des intérêts de l'impérialisme. Mandela nous disait, et cette leçon il ne faut jamais l'oublier, et on le voit bien avec le cas du Cameroun, Mandela nous disait, et c'est valable pour toutes les oppressions, et pas seulement sur la lutte de libération nationale, sur la question du sexisme c'est pertinent, sur la question du racisme c'est pertinent, sur la question du capitalisme c'est pertinent, c'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine les formes de lutte.
si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Et là, on voit bien dans le cas du Cameroun, un Rouben Oumniobé convaincu de la non-violence. Un système colonial qui a peur des progrès du mouvement nationaliste non violent et qui le réprime. Et troisième étape, eh bien, on est contraint de prendre les armes. C'est toujours l'oppresseur qui est responsable de la violence de l'opprimé. L'opprimé, il se défend avec cette violence face à la violence première de l'oppresseur. Si l'on devait résumer les apports de Rouben Oumniobé, on pourrait au moins en signaler 4 qui font de lui quelqu'un encore d'actualité en Afrique. Premièrement, le refus des indépendances formelles et la liaison entre indépendance politique et indépendance économique. Rouben Oumniobé annonce déjà les travaux d'autres leaders un peu plus tard, les travaux de Frantz Fanon, les travaux de Nkrumah, etc., sur les fausses indépendances, sur le néocolonialisme. En réalité, le système colonial, quand il a compris que les révoltes allaient monter, a décidé d'anticiper ces révoltes en accordant de fausses indépendances, c'est-à-dire des indépendances politiques sans indépendance économique. C'est pour cela qu'il est faux de considérer qu'en 1962, il y a eu indépendance. Il y a eu décolonisation, ça n'est pas la même chose. Il y a eu remplacement d'une forme de domination coloniale par une autre forme de domination néocoloniale. Mais il n'y a pas eu indépendance, le combat pour l'indépendance est encore d'actualité. Second grand apport de Rouben Oumniobé, et ça il le montre très clairement en refusant une indépendance sans réunification, en parlant des limites de l'indépendance politique. L'indépendance, nous dit-il, c'est pas simplement avoir un drapeau et danser et être fier d'un hymne, c'est pas ça. C'est pouvoir avoir la maîtrise de son développement économique, la maîtrise de ce qu'on veut pour son peuple. Et ça, un drapeau, on peut l'avoir. Un hymne national, on peut l'avoir. On peut avoir une équipe qui va au mondial de football, mais c'est pas ça qui donne la maîtrise économique. Second grand apport, qui va avec le premier, la conscience que l'indépendance économique n'a de sens elle-même, c'est pas seulement être indépendant, que si c'est au service du peuple, c'est pour construire une société qui améliore les conditions de vie et d'existence du peuple. On a essayé plein de fois de poser la question à Rouben Oumniobé, est-ce qu'il était communiste, socialiste, etc. Il a dit non, je vous répondrai après l'indépendance. Pour l'instant, j'ai un combat. Si vous venez m'embêter avec ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'indépendance, ça a de sens que si les paysans mangent mieux, si les paysans vivent mieux, si les ouvriers vivent mieux. Chacun mettra le nom qu'il veut à ce type de société. Troisième apport de Rouben Oumniobé, la conception de la nation comme devant être unie sans être unique. La distinction entre unité de la nation et unicité culturelle. L'articulation entre l'unité politique de la nation et la diversité culturelle de ses composantes. Le refus que la nation, sous prétexte d'unité, opprime ou nie les droits de minorité. Donc cette idée que la nation c'est un plus pour tous, ce qui permet d'éviter et les instrumentalisations des minorités ou des diversités culturelles, et en même temps de construire une nation qui est capable de se développer économiquement. Donc on a une conception politique de la nation, et je crois que ça, c'est une grande actualité aujourd'hui où l'impérialisme reprend ses vieilles habitudes pour diviser en Afrique. Et puis dernière leçon de l'histoire de Rouben Oumniobé, cette fois-ci, c'est pas un apport, c'est une leçon. Il l'a compris lui-même, mais à la fin de sa vie, c'est la nécessité, souvent, de manière générale. Je ne vais pas généraliser absolument, parce qu'il se peut, dans certaines circonstances particulières, qu'autre chose soit possible, qu'une domination violente, la nécessité pour la mettre à bas, d'utiliser la violence également. Rouben Oumniobé, on pourrait appliquer à sa position là-dessus, on pourrait appliquer la phrase de Malcolm X.
sauf que lui, il les a expérimentés jusqu'au bout, et comme il a été tué, voilà, Malcolm X nous dit, à la question par quels moyens transformer la situation, il dit, par tous les moyens nécessaires. Robert Mugabe a cru dans un premier temps que le moyen nécessaire, c'était l'action non violente. Il s'est aperçu après coup que face à un système colonial, l'action non violente n'était pas le moyen nécessaire et qu'il en fallait un autre. Gageons que la leçon en Afrique sera entendue, que d'un côté on essayera jusqu'au bout les actions qui permettent de créer du rapport de force non violent, mais sans doute aussi qu'il nous faudra de nouvelles luttes armées en Afrique. Voilà. J'ai 365 cicatrices, et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles, et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs. Dans les pleurs et les cris, étouffés par les traits espiègles, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition, et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers, enrôlés tirailleurs, et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs, et qui on appelle pour les excréments, des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants, et ces traditions qu'ils sauvegardent. En y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints en blond pour faire blanc. Trop vite, quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli barrage, car impossible et cette paix t'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades de béton, aurait-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie, la rage, d'être autant balafré par les piquants des normes, et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage, c'est tout ce qui nous laisse. Finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère, et parce que tout leur chant OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas, nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas, où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. D'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de gris ça ils s'entourent parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux. Trop de mensonges et de secrets gardés, l'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. À la rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant
cherche la vérité sur ce monde, la résistance de demain, à la veille d'une révolution.